Le 16 juillet 1944. Le soleil matinal se levait sur les champs ensanglantés de Normandie, projetant de longues ombres sur un paysage devenu le cimetière de l'humanité. Dans la tourelle d'un char M4 Sherman baptisé « In the Mood », un homme à la voix douce originaire de Farmersville, au Texas, scrutait à travers son viseur 3 chars Panther allemands positionnés le long du nez. À 800 mètres de là, le staff sergent Lafayette Greenpool, que ces hommes appelaient simplement « War Daddy », ignorait encore que cet instant marquerait le début de la plus extraordinaire série de destruction de chars de l'histoire militaire américaine. Les mains de Poole se mouvaient avec l'aisance d'un fermier inspectant son matériel. Méthodique, sans hâte, mortel. Son équipage. Les 4 mêmes hommes qui avaient débarqué avec lui sur Omaha Beach 40 jours plus tôt attendaient dans un silence tendu. Le corporal Wilbur Red Riddle était assis au poste de pilotage, les jointures de ses doigts blanchies sur les leviers de direction. Le Private First Class Bear Claws servait la mitrailleuse de pro, tandis que le corporal Willis Oiley officiait comme chargeur. Sur le siège du copilote se tenait le Private Homer Davis, son jeune visage de 19 ans déjà vieilli par les horreurs dont ils avaient été témoins ensemble. Pour les tankistes américains, les Panthers allemands incarnaient tout ce qu'ils avaient appris à craindre. Avec un blindage frontal de plus de 12 cm d'épaisseur et un canon de 75 mm capable de perforer le blindage d'un Sherman à 2000 mètres. Ces monstres d'acier surclassaient le char de Poole à tous les égards. Les Américains surnommaient leur Sherman les « briquets Ronson ». Une référence sinistre au slogan publicitaire de la célèbre marque de briquets « s'allume à tous les coups », en raison de leur tendance à s'enflammer au premier impact. Les tankistes allemands leur avaient donné leur propre sobriquet, les « cuisinières à Tommy ». Pourtant, Poole possédait quelque chose qui transcendait l'épaisseur du blindage et le calibre du canon. Un instinct de chasseur. Affûté au cours d'innombrables heures passées à traquer le gibier dans les forêts de pins de l'Est du Texas. Combiné à une capacité presque surnaturelle à lire le terrain et à anticiper les mouvements de l'ennemi. Selon les archives tenues par l'état-major de la 3e division blindée et documentées plus tard dans l'ouvrage de référence de Steven Zaloga, Armored Champion, Poole allait accomplir ce que de nombreux historiens militaires considèrent encore comme impossible, la destruction confirmée de 258 véhicules blindés allemands en seulement 81 jours de combat ininterrompus. Le premier Panther ne sut jamais ce qu'il avait tué. L'obus perforant de 75 mm de Poole frappa le flanc mince du char allemand alors qu'il manœuvrait pour engager ce que son commandant croyait être la position de Poole. Le Panther explosa dans une gerbe de flammes, ses munitions détonnant dans une série d'explosions secondaires qui projetèrent la tourelle à 6 mètres dans les airs. Le deuxième Panther, réalisant trop tard que les Américains les avaient débordés, tenta de se replier à couvert. Le deuxième tir de Poole pénétra le compartiment moteur, immobilisant la bête. Son troisième tir, décoché avec la précision froide d'un homme achevant du bétail blessé, trouva le compartiment de l'équipage. Le commandant du 3e Panther commit l'erreur fatale d'essayer de fuir. Le 4e obus de Poole ce matin-là attrapa le char allemand alors qu'il franchissait une petite crête. L'obus pénétrant par le blindage arrière plus fin et transformant 45 tonnes d'acier en un bûcher funéraire pour ses 5 hommes d'équipage. Lorsque l'engagement prit fin, moins de 4 minutes après le premier tir de Poole, 3 des chars les plus modernes d'Allemagne gisaient, fumant, dans la campagne normande. La légende du fermier texan devenu destructeur de chars venait de réclamer les premières victimes de ce qui allait devenir une campagne de carnage mécanisé sans précédent. Le 23 mai 1944. Des semaines avant que Poole ne gagne sa redoutable réputation, il était assis dans une zone de rassemblement près de Southampton, en Angleterre, écrivant une lettre à sa femme. Je ne vas rester à Farmersville. Les mots venaient lentement, soigneusement choisis pour déjouer la censure tout en transmettant le poids de ce qui les attendait. Il ne lui parla pas des cauchemars qui le hantaient depuis la fin de sa formation de canonnier à Fort Knox, Kentucky. Des rêves où il brûlait vif dans un cercueil de métal, tandis que les cris de son équipage résonnaient à travers la fumée.
Il ne mentionna pas les statistiques que leurs officiers avaient partagées lors de leur dernier briefing. L'espérance de vie moyenne d'un char Sherman au combat était estimée à 6 semaines. Poole s'était engagé dans l'armée le 3 décembre 1941. 4 jours seulement avant que les bombes japonaises ne s'abattent sur Pearl Harbor. À 21 ans. Il travaillait dans la ferme cotonnière familiale. Une verrue qui lui avait donné la force physique et la ténacité mentale qui s'avéreraient plus tard essentielles à sa survie. Sa décision de rejoindre l'armée ne surprit personne qui le connaissait. Lafayette Poole avait toujours possédé un sens du devoir discret mais profond, qui ne s'exprimait pas par des mots, mais par des actes. L'école de blindés de l'armée américaine à Fort Knox avait transformé Poole de fermier en soldat. Mais ce fut son aptitude naturelle pour le tir qui attira l'attention de ses instructeurs. D'après les dossiers de formation conservés aux Archives nationales et cités dans le livre de Patrick O'Donnell, il obtenait constamment des scores dans le centile supérieur de sa classe, démontrant une capacité quasi instinctive à estimer la distance, à calculer l'anticipation et à s'ajuster au vent et au terrain. Ses instructeurs notèrent qu'il possédait une conscience situationnelle et des compétences d'acquisition de cibles exceptionnelles, ce qui distinguait Poole des autres canonniers. Cependant, c'était sa philosophie du combat de char. Alors que de nombreux tankistes américains avaient été formés à considérer leur Sherman comme une cavalerie rapide, maniable, destinée à exploiter les percées plutôt qu'à s'engager dans des duels frontaux avec les blindés allemands. Poole abordait la guerre des chars avec la mentalité d'un chasseur patient et défensif. Il étudia les chars allemands avec la même attention aux détails qu'il consacrait autrefois à la compréhension du comportement des cerfs de Virginie. Il apprit leurs faiblesses, le blindage latéral et arrière plus fin, les mantelets de canon vulnérables, les ponts moteurs exposés. Plus important encore, il comprit que la victoire n'appartenait pas aux chars dotés du plus gros canon, mais à l'équipage qui tirait le premier et touchait le premier. L'équipage de Poole avait été assemblé durant les derniers mois d'entraînement avant le déploiement. Red Riddle, un garçon de ferme de Pennsylvanie, partageait les origines rurales de Poole et possédait le même tempérament calme. Bear Claws, un mécanicien du Michigan, pouvait réparer leur Sherman sous le feu avec rien d'autre que du fil de fer, du ruban adhésif et une litanie de jurons. Willis O'Leary, bien qu'étant le plus jeune membre de l'équipage, avait des mains capables de charger un obus de 75 mm plus rapidement que n'importe quel autre chargeur de leur bataillon. Homer Davis complétait l'équipage, son travail consistant à manœuvrer la mitrailleuse de proue et à aider à la navigation. L'alchimie entre ces 5 hommes défiait toute explication simple. Ils venaient d'horizons différents, avaient des croyances différentes, nourrissaient des rêves différents pour l'avenir. Pourtant, dès leur premier exercice d'entraînement ensemble, ils fonctionnaient avec une synchronisation qui semblait quasi télépathique. Poole racontera plus tard aux interrogateurs militaires que son équipage pouvait charger, viser et tirer avec leur canon principal en moins de 6 secondes. Une cadence de tir qui leur donnait un avantage décisif dans les combats rapprochés du bocage qui caractériserait la campagne de Normandie. Le 6 juin 1944. Poole et son équipage débarquèrent sur Omaha Beach au sein du 32e régiment blindé de la 3e division blindée. La scène qui les accueillit dépassait l'entendement. Des véhicules en feu, du matériel détruit, et des corps roulant dans le ressac. Le Sherman de Poole, fraîchement peint avec son nom, In the Mood, en lettres blanches sur le canon, quitta la barge de débarquement pour s'enfoncer dans un mètre d'eau, alors qu'il remontait la plage vers les falaises, évitant les cratères et les débris. Poole fit une promesse silencieuse à son équipage. Il les ramènerait à la maison vivants, quoi qu'il en coûte. Le 18 juin 1944. L'équipage de Poole connut son premier véritable baptême du feu près du village de Villers-Fossard. Un assemblage de bâtiments en pierre et de ruelles étroites transformés en forteresse par la 2e Panzerdivision allemande. La 3e division blindée avait pour mission de pousser vers le sud depuis les plages du débarquement. Mais chaque kilomètre gagné se payait un prix effroyable. Le bocage normand, ce labyrinthe de haies séculaires qui divisait la campagne en une mosaïque de petits champs clos par des talus de terre surmontés d'une végétation dense,
avait transformé la guerre ouverte pour laquelle les tankistes américains s'étaient entraînés en un cauchemar claustrophobique d'embuscade et d'engagement à bout portant. Le peloton de poules. 5 Sherman avançant en colonne décalée le long d'un chemin creux. Avait progressé de peut-être 200 mètres lorsque le char de tête explosa dans une gerbe de flammes. Un Panzer IV allemand, dissimulé dans une brèche de la haie, avait tiré à moins de 50 mètres. L'obus perforant de 75 mm avait traversé le blindage frontal du Sherman comme du papier de soie, enflammant les munitions stockées le long des flancs du char. 4 des 5 membres d'équipage moururent sur le coup. Le 5e, le pilote, réussit à s'extraire de l'épave en feu avec 70% de son corps couvert de brûlures au 3e degré. Il mourra dans un hôpital de campagne 3 jours plus tard. Le 2e Sherman de la colonne tenta de faire marche arrière. Mais la route étroite et les talus escarpés rendaient toute manœuvre impossible. Le char allemand tira de nouveau. Et un autre char américain devint un crématorium d'acier pour son équipage. Poole, commandant le 3e Sherman de la file, fut confronté à une décision qui définirait son approche du combat de char pour le reste de la guerre, battre en retraite vers la sécurité ou charger vers une mort quasi certaine. Pilote, plein gaz en avant. La voix de Poole résonna dans l'interphone avec le même ton qu'il aurait pu utiliser pour demander le sel à table. Red Riddle écrasa l'accélérateur, projetant le Sherman de 33 tonnes sur la route, vers les épaves en feu qui leur bloquaient le passage. Poole avait repéré quelque chose que le commandant du char allemand avait manqué, une brèche dans la haie sur le côté droit de la route. Juste assez large pour qu'un Sherman puisse passer si le pilote avait le talent et le cran nécessaires. Le 3e tir du Panzer IV manqua sa cible, passant si près de la tourelle de « In the Mood » que Poole sentit l'onde de choc. Riddle, comprenant l'intention de son commandant sans avoir besoin d'autres ordres, arracha le Sherman de la route et le projeta à travers la brèche dans la haie. Des branches et de la terre s'abattirent sur la coque du char alors qu'il s'écrasait dans le champ au-delà. Pendant 3 secondes, ils furent aveugles, le viseur rempli uniquement de terre et de végétation. Puis ils débouchèrent dans le champ ouvert et Poole se retrouva face au flanc exposé du char allemand, à une distance de 30 mètres. Selon le rapport d'après-action du capitaine James Batt, conservé dans le journal de guerre de la 3e division blindée. Ce qui se passa ensuite se déroula avec une telle rapidité que les témoins eurent du mal à croire qu'un seul équipage de chars pouvait coordonner une action aussi complexe. Le premier tir de Poole frappa la couronne de tourelle du Panzer IV, bloquant la capacité du char allemand à faire pivoter son canon. Son deuxième tir, 4 secondes plus tard, perça le blindage latéral et fit détonner les munitions du char allemand. Le Panzer IV se disloqua littéralement, la coque et la tourelle se séparant tandis que des explosions internes déchiraient le compartiment de l'équipage. Mais la conscience situationnelle de Poole, cette capacité presque surnaturelle à percevoir les menaces avant qu'elles ne se matérialisent, sauva son équipage du sort des 2 Sherman qui brûlaient sur la route. Il avait repéré un second char allemand, un Panther, positionné dans une lisière d'arbres à 300 mètres devant eux. Le commandant du Panther, concentré sur le carnage qui se déroulait sur le chemin creux, n'avait pas encore remarqué l'apparition soudaine de « In the Mood » dans le champ. Poole avait peut-être 10 secondes avant que les Allemands ne les repèrent. Cible, Panther, midi, 300 mètres. La voix de Poole resta calme tandis qu'il guidait son équipage à travers la séquence d'engagement qu'ils avaient répétée des centaines de fois. O'Leary claqua un nouvel obus perforant dans la culasse. Close ajusta la position de la coque, donnant à Poole un angle d'attaque plus net. Riddle maintint le moteur à plein régime, prêt à bouger à l'instant où Poole donnerait l'ordre. Davis fit pivoter la mitrailleuse de proue vers une escouade d'infanterie allemande qu'il avait repérée à l'abri dans un fossé voisin. Poole tira. L'obus perforant frappa le mantelet du canon du Panther, l'un des rares endroits sur le blindage frontal du char allemand vulnérable au canon du Sherman. L'obus ricocha vers le bas, pénétrant le blindage plus fin de la coque et tuant le pilote du Panther sur le coup. Le char allemand avança, incontrôlable, et s'écrasa contre un mur de pierre. Le deuxième tir de Poole
Visait avec une précision délibérée sur la cible désormais immobile. Acheva le travail. Le 7 juillet 1944. 3 semaines après le début de la campagne. L'équipage de Poole avait détruit 19 véhicules blindés allemands. Un tableau de chasse qui aurait valu à la plupart des équipages une rotation à l'arrière et une poitrine couverte de médailles. Au lieu de cela, le quartier général de la 3e division blindée assigna, in the Mood, à des missions de plus en plus dangereuses. Reconnaissant que Poole possédait une combinaison rare de compétences qui le rendait bien plus précieux au combat que dans un rôle de formation à l'arrière. La réputation de l'équipage s'était répandue dans toute la division. D'autres équipages de chars commencèrent à demander à être affectés près du peloton de Poole. Croyant que la proximité du fermier texan pourrait d'une manière ou d'une autre augmenter leurs propres chances de survie. La réalité du combat blindé en Normandie ressemblait peu aux grandes batailles de chars pour lesquelles les équipages américains avaient été entraînés. Au lieu du terrain ouvert qui favorisait la vitesse et la supériorité numérique du Sherman. Le bocage forçait les chars à des duels brutaux à courte portée où le blindage et la puissance de feu supérieure des chars allemands offraient un avantage décisif. Une étude menée par la section de recherche opérationnelle de l'armée américaine a révélé que la distance d'engagement moyenne dans le bocage était inférieure à 300 mètres. Une distance si courte que les armes anti-chars allemandes pouvaient percer le blindage du Sherman avec une efficacité dévastatrice. Poole s'adapta au combat dans les et en développant des tactiques qui maximisaient les avantages de son équipage tout en minimisant l'exposition au feu ennemi. Il refusait d'avancer sur les routes. Même quand on le lui ordonnait. Au lieu de cela, il utilisait la masse de « in the Mood » pour défoncer les haies à des endroits inattendus. Il étudia les schémas des positions défensives allemandes. Apprenant à identifier les signes subtils qui indiquaient la présence d'un blindé ennemi en attente. Une végétation dérangée. Des traces de chenilles dans la boue. Le léger halo bleuté de la fumée d'échappement flottant dans l'air immobile. Plus crucial encore. Poole comprit que la survie dans le bocage exigeait une action agressive. Tandis que d'autres équipages sondaient prudemment les positions allemandes. Poole attaquait avec une vitesse et une violence qui ne laissaient aux commandants de chars ennemis aucun temps pour réagir. Il expliquera plus tard sa philosophie à un journaliste du Star and Strip, un Sherman ne peut pas se mesurer à un panthère ou à un tigre. Nous perdrions à chaque fois. Mais si vous les touchez en premier. Les touchez durement. Et les toucher avant même qu'ils ne sachent que vous êtes là. Vous pouvez détruire n'importe quel char que les Allemands possèdent. Ce matin-là, le peloton de Poole avait été chargé de nettoyer une série de champs au nord de Saint-Lô. Un carrefour routier clé devenu le point central des opérations offensives américaines. Les renseignements rapportaient que des éléments de la Panzerlehr, l'une des formations blindées d'élite de l'Allemagne, s'étaient déplacés dans la région pendant la nuit. Le commandant de compagnie de Poole, un capitaine nommé Richard Foster, avait briefé la mission avec une brièveté inhabituelle. « Messieurs, nous avons besoin de ces champs nettoyés avant la tombée de la nuit. Bonne chance. » Les 2 premiers champs ne révélèrent que des positions allemandes abandonnées et les débris d'une bataille antérieure. Dans le 3e champ, l'équipage de Poole trouva 5 chars allemands, 2 Panthers et 3 Panzer IV positionnés dans une lisière de haies. Leurs canons orientés vers l'approche américaine attendue depuis le nord. Poole, approchant par l'est après avoir défoncé 2 et que les renseignements avaient jugés infranchissables, se retrouva face au flanc de toute la position allemande, à une distance de 400 mètres. Ce qui suivit serait décrit par le capitaine Foster dans son rapport d'après-action comme « la démonstration de tir de char la plus impressionnante dont j'ai été témoin dans cette guerre ». Le premier tir de Poole détruisit le Panther le plus proche. L'obus perforant frappa le râtelier à munitions dans la coque du char, provoquant une explosion catastrophique qui tua tout l'équipage. Avant que les autres chars allemands ne puissent tourner leur tourelle vers cette nouvelle menace, Poole tira de nouveau. Son 2e tir paralysant un Panzer IV en détruisant ses chenilles et ses galets. Les 3 chars allemands restants tentèrent de manœuvrer. Mais l'espace confiné de la position de haies, qui avait semblé être un emplacement défensif si parfait, devint un piège. Un Panzer IV recula dans un autre en essayant d'obtenir un angle sur « in the Mood », immobilisant les 2 chars. Les 3e et 4e tirs de Poole, décochés avec la précision méthodique d'un fermier empilant des bottes de foin,
détruisirent les 2 chars immobilisés. Le dernier Panther, commandé par un officier qui reconnut que la prudence était mère de sûreté, abandonna sa position et s'enfuit à travers le champ, pour tomber directement sous les canons du coéquipier de Poole, le sergent John M. Seavey. Le 29 juillet 1944. L'opération Cobra, la percée massive hors de Normandie, transforma la guerre statique des haies en une guerre de mouvement qui jouait en faveur des Américains. Plus de 2000 bombardiers alliés effectuèrent un bombardement en tapis sur les positions allemandes à l'ouest de Saint-Lô, créant un corridor de dévastation de 5 km de large à travers lequel les divisions blindées américaines allaient déferler dans la campagne française. La 3e division blindée de Poole mena l'assaut. Leurs ordres étaient simples et directs, foncer vers le sud, détruire tout ce qui portait une croix gammée, et ne pas s'arrêter avant d'atteindre la frontière allemande. Les premiers jours de la percée s'avérèrent parmi les plus dangereux de la carrière de combat de Poole. Les forces allemandes, chancelant sous le bombardement aérien dévastateur, se battirent avec le désespoir d'animaux acculés. L'équipage de Poole se retrouva à engager des blindés ennemis à chaque carrefour, dans chaque village, le long de chaque ligne de crête. Le décompte des véhicules allemands détruits grimpa à une vitesse vertigineuse, 43 détruits le 2 août. 61 le 5. 92 le 10. L'équipage de « In the Mood » fonctionnait dans un état d'épuisement constant, dormant par tranches de 2 heures à l'abri, mangeant des rations froides réchauffées sur le pont moteur du Sherman, et entretenant leur char pendant de brèves accalmies entre les engagements. Red Riddle souffrait d'infections aux mains là où les douilles brûlantes du canon principal l'avaient atteint. Bear Claws perdit 7 kilos de sa silhouette déjà mince, ne tenant qu'au café et aux cigarettes. Willis O'Hiley développa une toux persistante à force de respirer les fumées de cordite dans la tourelle exiguë. Homer Davis cessa de parler sauf en cas de nécessité absolue, ses yeux acquérant ce regard des miltoises qui ne le quitteraient jamais complètement. Pourtant, Poole lui-même semblait se renforcer à mesure que la campagne avançait. Son équipage nota avec un mélange d'admiration et d'inquiétude que leur commandant paraissait posséder une capacité presque surnaturelle à sentir le danger. À 3 reprises, Poole ordonna à Red Riddle de changer de cap quelques secondes avant que des canons antichars allemands n'ouvrent le feu depuis les positions vers lesquelles ils s'approchaient. 2 fois, Poole détecta des chars allemands en embuscade malgré l'absence de toute preuve visible de leur présence. L'équipage commença à parler à voix basse du « sixième sens » de Poole, un don qui les maintenait en vie alors que des chars mieux blindés et mieux positionnés tombaient victimes des canons allemands. La réalité, comme Poole l'expliquera plus tard aux historiens militaires, était moins mystique et plus méthodique. Il avait étudié les tactiques allemandes avec la même attention qu'il consacrait autrefois à la compréhension des schémas de déplacement du gibier. Il savait que les commandants allemands favorisaient certains types de terrain pour les positions d'embuscade. Il comprenait comment lire le paysage pour y déceler des signes de mouvement récents de véhicules. Plus important encore, il faisait confiance à ses instincts, ces sensations indéfinissables que tout chasseur expérimenté apprend à écouter. Le sentiment que quelque chose ne va pas, même lorsque l'esprit conscient ne peut identifier la source de l'inquiétude. Le 14 août 1944. Le remarquable palmarès de Poole faillit connaître une fin abrupte et violente. In the Mood avançait le long d'une route près de la ville de Chambois lorsque Poole aperçut ce qui semblait être un char Tigre abandonné, positionné dans un bosquet d'arbres à environ 600 mètres devant. Le Tigre, le char le plus redoutable de l'Allemagne, montait un canon de 88 mm qui pouvait détruire un Sherman à des portées dépassant 2000 mètres. Son blindage frontal de plus de 10 cm d'épaisseur était effectivement impénétrable pour le canon de 75 mm du Sherman. Poole, faisant preuve de la prudence qui avait maintenu son équipage en vie, ordonna à Riddle de s'arrêter pendant qu'il étudiait le char allemand à travers son viseur. Quelque chose dans la scène le troublait. Le placement du Tigre semblait trop évident, trop invitant. Un commandant moins expérimenté aurait pu tenter de contourner le char apparemment hors de combat ou demander un soutien d'artillerie. Poole, faisant confiance à son instinct, suspecta un piège. Ses soupçons se confirmèrent lorsqu'un mouvement dans une haie à leur droite révéla un second Tigre. Celui-ci,
Bien opérationnel. Manœuvrait pour prendre « in the mood » dans un tir croisé avec son compagnon. Poole avait moins de 3 secondes pour prendre une décision qui déterminerait si son équipage vivrait ou mourrait. Charger l'un ou l'autre tigre de front serait un suicide. Le canon du Sherman ne pouvait tout simplement pas percer le blindage frontal du char allemand. Battre en retraite exposerait le blindage arrière plus fin de « in the mood » et entraînerait probablement le même résultat. Poole choisit une troisième option. Une option qui exigeait un timing parfait et une confiance absolue dans les capacités de son équipage. Pilote. Plein à droite dans cet ait. Bouge. 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 Riddle répondit instantanément, projetant le Sherman à travers la végétation et dans le champ au-delà. Poole avait parié que le champ offrirait une forme de dissimulation ou un angle d'attaque différent. Son pari fut gagnant. Le champ contenait une légère dépression, juste assez profonde pour cacher la coque de « in the mood » des viseurs des tigres. Pendant 2 minutes, Poole et son équipage restèrent immobiles dans la dépression, écoutant le bruit des 2 tigres manœuvrant sur la route qu'ils venaient de quitter. Poole savait que leur survie dépendait de leur capacité à rester indétectés. Si les commandants des chars allemands réalisaient où « in the mood » était passé, ils pourraient simplement avancer jusqu'à là et tirer vers le bas dans la dépression à bout portant. La tension dans le compartiment de l'équipage du Sherman était si intense que Poole pouvait entendre les battements de son propre cœur résonner dans ses oreilles. Le 14 août 1944. La journée continuait. Poole observait à travers une minuscule brèche dans la et les 2 chars Tigres passaient devant leur position, leur commandant cherchant clairement le char américain qui avait si soudainement disparu. Les tankistes allemands commirent une erreur tactique cruciale, née d'un excès de confiance. Ils se séparèrent, un tigre continuant sur la route tandis que le second tournait pour inspecter la haie à travers laquelle « in the mood » s'était écrasé. Cette séparation donna à Poole l'ouverture dont il avait besoin, bien que les chances restassent résolument contre lui. Le second tigre, celui qui inspectait la haie, s'approcha à moins de 75 mètres de la position de Poole avant de s'arrêter. Poole pouvait voir le commandant du mastodonte, debout dans l'écoutille ouverte, scrutant le champ avec des jumelles. L'officier allemand portait l'uniforme noir des forces blindées, son col décoré des insignes d'un Hauptmann. Un capitaine. Poole regarda l'Allemand balayer lentement ses jumelles sur le champ, sachant que tout mouvement, tout reflet de soleil sur le métal révélerait leur position et scellerait leur sort. Les jumelles du Hauptmann passèrent sur la dépression où se cachait « in the mood », puis s'arrêtèrent et revinrent en arrière. Poole vit le moment exact où l'officier allemand réalisa ce qu'il regardait. Le corps de l'homme se raidit. Sa main se porta vers l'interphone pour alerter son équipage. Poole tira. À 75 mètres. Les lois de la physique qui favorisaient normalement le blindage plus lourd du tigre devinrent sans objet. L'obus perforant de Poole frappa le blindage latéral du tigre, pénétrant à travers le flanc et dans le compartiment de l'équipage. Le capitaine allemand, debout dans l'écoutille ouverte, mourut sur le coup lorsque la charge explosive de l'obus détonna. L'équipage du tigre, piégé dans un compartiment se remplissant rapidement de fumée toxique et d'éclats, n'eut aucune chance de s'échapper avant que des explosions secondaires dues aux munitions stockées ne transforment le char en une colonne de feu gigantesque. Le premier tigre, alerté par l'explosion, fit demi-tour vers la position de Poole. Son commandant, incapable de voir clairement « in the mood » à travers la fumée et la végétation, commit une autre erreur fatale. Il avança directement sur la route, présentant le flanc de son char au canon de Poole. Selon les récits conservés dans les archives historiques de la 3e division blindée, Poole tira 3 obus en succession rapide. Le premier détruisit les chenilles du tigre, immobilisant le monstre. Le second pénétra le compartiment moteur, déclenchant un incendie qui se propagerait finalement au compartiment de l'équipage. Le troisième, tiré délibérément sur la couronne de tourelle du tigre, bloqua la capacité du char allemand à faire pivoter son canon ou à élever son tube. L'équipage allemand évacua, abandonnant son char estropié aux flammes.
Poul observa à travers son viseur 5 hommes s'éloigner en titubant de leur véhicule en feu. Leurs uniformes noirs fumants. Leurs visages noircis par la fumée. Il n'ordonna pas à son équipage de leur tirer dessus. Poul tuait des chars. Pas des hommes qui tentaient de se rendre. Les tankistes allemands, reconnaissant cette pitié inattendue, levèrent les mains et marchèrent vers les lignes américaines. Ce soir-là, alors que l'équipage de Poul effectuait l'entretien de « In the Mood » dans un champ sécurisé à la hâte, le capitaine Foster arriva avec une bouteille de schnapps allemand confisquée et une demande inhabituelle. Le commandant de la 3e division blindée, le major général Maurice Rose, s'était personnellement intéressé au palmarès de Poul. Rose, un officier énergique qui s'était forgé une réputation comme l'un des commandants de division les plus agressifs du théâtre européen, voulait rencontrer l'équipage de chars qui était responsable d'un pourcentage extraordinaire des destructions de blindés confirmées de la division. La rencontre eut lieu le lendemain matin au quartier général de la division. Une ferme française réquisitionnée qui portait encore les cicatrices des combats récents. Poul, mal à l'aise en présence d'officiers supérieurs, se tenait au garde-à-vous tandis que le général Rose examinait une liste détaillée des destructions confirmées, compilée par les renseignements de la division. Rose, fils d'un rabbin qui avait gagné ses galons sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, étudia Poul avec le regard intense d'un homme qui avait passé des décennies à évaluer des soldats en conditions de combat. Sergent Poul. La voix de Rose portait le léger accent de son Colorado natal. Je commande des forces blindées depuis avant votre naissance. J'ai vu de bons équipages de chars et j'ai vu des équipages de chars chanceux. Vous et vos hommes n'êtes ni l'un ni l'autre. Vous êtes les meilleurs tueurs de chars de toute cette armée. Et je veux savoir comment vous faites. Poul, jamais à l'aise avec les éloges, donna la seule réponse qu'il savait donner. Mon général, nous les chassons comme du gibier. Nous apprenons leurs habitudes. Nous trouvons leurs cachettes. Et nous tirons les premiers. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Rose étudia Poul un long moment, puis hocha la tête. C'est l'évaluation tactique la plus honnête que j'ai entendue depuis que nous avons débarqué sur ce continent maudit. Continuez comme ça. Sergent. Gardez votre équipage en vie et continuez à tuer des chars allemands. L'approbation du général eut des conséquences inattendues. L'officier des relations publiques de la 3e division blindée, reconnaissant la valeur de propagande de l'histoire de Poul, organisa une interview de l'équipage pour un journaliste du Star and Strip. L'article qui en résulta, publié le 23 août 1944, présenta Poul à un public américain plus large comme « le fermier du Texas qui fait vivre un enfer au Panzer d'Hitler ». Poul détestait cette attention. Il était un soldat faisant son travail. Pas un héros en quête de gloire. Mais l'article servit un but au-delà de la simple propagande. Les tankistes américains, démoralisés par l'infériorité de leur équipement face aux blindés allemands, trouvèrent de l'espoir dans l'histoire à succès de Poul. Le 19 septembre 1944, l'équipage de Poul entra en Allemagne. Les chenilles de leur Sherman broyaient un sol qui avait fait partie du Troisième Reich. Les armées alliées avaient balayé la France à une vitesse qui avait étonné tant les défenseurs allemands que les commandants alliés. Cependant, cette avance rapide avait un coût. Les lignes de ravitaillement étaient tendues jusqu'au point de rupture. Et les fers de lance blindés commençaient à manquer de carburant et de munitions. La guerre, qui semblait sur le point de se terminer avant Noël, se transforma en une campagne d'usure le long des frontières occidentales de l'Allemagne. Le tableau de chasse de Poul avait atteint 212 destructions confirmées au moment où la 3e division blindée atteignit la périphérie d'Aix-la-Chapelle, la première grande ville allemande sur le chemin de l'avancée alliée. L'équipage de « In the Mood » était devenu une sorte de légende au sein de la division. Leur réputation gonflée par la tendance naturelle des soldats à embellir les histoires en les racontant. Certains prétendaient que Poul pouvait voir à travers les haies. D'autres juraient qu'il avait fait un pacte avec le diable en échange de sa survie surnaturelle. La vérité, comme toujours, était plus banale. Poul était simplement un soldat superbement entraîné à la tête d'un équipage exceptionnel.
Et ils avaient eu la chance de survivre là où de meilleurs hommes étaient morts. La bataille d'Aix-la-Chapelle mit à l'épreuve les compétences de Poul et la cohésion de son équipage d'une manière que les combats relativement ouverts en France n'avaient pas fait. Le combat urbain annulait de nombreux avantages du Sherman tout en amplifiant ses faiblesses. Les rues étroites canalisaient les chars dans des zones de mort où les canons antichars allemands et les Panzerfaust, des roquettes antichars tirées à l'épaule, pouvaient frapper avec une efficacité dévastatrice. La proximité rendait impossible la détection et l'engagement des blindés ennemis à distance. La méthode de combat préférée de Poul. Le 29 septembre 1944. L'équipage de Poul s'engagea dans ce qui allait s'avérer être leur dernière action réussie de la guerre. In the Mood soutenait un assaut d'infanterie sur un complexe industriel fortifié lorsqu'un char Panther allemand apparut d'une rue latérale à moins de 100 mètres. Le commandant du Panther, pris par surprise dans un environnement urbain exigu, tira à la hâte. L'obus allemand frappa la tourelle de In the Mood sous un angle, l'obus ricochant sur le blindage incurvé plutôt que de le pénétrer. L'impact, cependant, fut suffisamment violent pour étourdir momentanément Poul et dérégler sa visée. Oiley, démontrant le professionnalisme froid qui avait fait de lui un chargeur exemplaire, avait déjà chambré un nouvel obus avant que le bourdonnement dans les oreilles de chacun ne s'estompe. Poul, se remettant rapidement, tira sur le Panther à une distance qui rendait presque impossible de manquer. L'obus perforant pénétra le blindage latéral plus fin du char allemand. Et un autre Panther rejoignit la liste croissante des destructions confirmées de Poul. C'était sa 258e victoire en 81 jours de combat ininterrompu. Un record qui reste à ce jour le plus grand nombre de destructions confirmées par un équipage de chars américains dans n'importe quel conflit. 3 heures plus tard, ce même après-midi du 29 septembre, la chance extraordinaire de Poul prit fin. In the Mood avançait dans une rue jonchée de décombres lorsqu'une équipe de Panzerfaust allemande tira depuis le soupirail d'une cave à 15 mètres de là. L'ogive à charge creuse frappa la coque avant du Sherman, perçant le blindage et entrant dans le compartiment de l'équipage. L'explosion et l'incendie qui s'ensuivirent tuèrent Homer Davis sur le coup et blessèrent gravement Poul et Bear Close. Red Riddle, malgré des brûlures au bras et au visage, réussit à évacuer les blessés tandis que Willis Oiley assurait une couverture avec la mitrailleuse de tourelle. L'infanterie américaine, répondant à la détresse du Sherman, neutralisa la position allemande et sécurisa le char en feu. Poul, à moitié conscient et en état de choc à cause de ses blessures, aurait demandé à Riddle l'état de leur canon principal. Même alors que les infirmiers le chargeaient sur une civière, le fermier texan pensait encore à la manière de continuer le combat. Poul survécut à ses blessures mais ne retourna jamais au combat. Les blessures qu'il subit, y compris de graves brûlures et des éclats dans les jambes, nécessitèrent des mois d'hospitalisation et de rééducation. Il fut d'abord évacué vers un hôpital de campagne en Belgique, puis en Angleterre, et enfin vers un hôpital militaire aux États-Unis. L'armée, reconnaissant à la fois son palmarès de combat extraordinaire et la valeur de propagande de sa survie, n'avait aucune intention de le renvoyer au front. L'équipage de In the Mood fut dispersé par les hasards de la guerre. Red Riddle se remit de ses blessures et retourna au combat avec un autre équipage, survivant à la guerre et retournant à sa ferme de Pennsylvanie. Willis Oiley retourna également au combat et fut tué au combat pendant la bataille des Ardennes en décembre 1944. Mourant de la même manière qu'Homer Davis lorsqu'une arme anti-char allemande perça le blindage de son Sherman. Bear Close survécut à ses blessures mais ne s'en remit jamais complètement, passant le reste de sa vie à composer avec les cicatrices physiques et psychologiques de son service. Le 11 novembre 1945. Poul se tenait sur le quai d'une petite gare à Farmersville, Texas. Son uniforme était décoré de la Silver Star, de 2 Bronze Stars et de la Purple Hat. La guerre en Europe s'était terminée 6 mois plus tôt avec la capitulation sans condition de l'Allemagne. La guerre dans le Pacifique s'était conclue en août avec la capitulation du Japon après les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Poul était rentré dans une nation célébrant la victoire. Au milieu des défilés, des discours et des cérémonies honorant les hommes qui s'étaient battus,
Il était aussi rentré à une réalité qu'aucun défilé ne pouvait effacer. Les cauchemars qui le réveillaient au milieu de la nuit. La façon dont ses mains tremblaient quand il entendait des bruits forts. Les visages des tankistes allemands qu'il avait tués qui apparaissaient sans crier gare dans son esprit. Poul lutta avec ce que la médecine moderne diagnostiquerait comme un trouble de stress post-traumatique. Mais en 1945, cette condition était appelée « fatigue du combat » ou « shell shock ». Des termes qui portaient un stigmate qui empêchait de nombreux vétérans de chercher de l'aide. Un mal que les poilus français de 14 à 18 avaient connu sous le nom des « obusites ». Geneva Poul. La femme qui avait attendu fidèlement le retour de son mari, devint son ancre dans la difficile transition du guerrier au civil. Elle ne posa jamais de questions sur les détails de son service au combat, comprenant instinctivement que certaines expériences résistent à la traduction en mots. Elle l'aida à reconstruire une vie axée non pas sur le passé, mais sur l'avenir. Sur la ferme qu'ils exploiteraient ensemble. Sur les enfants qu'ils élèveraient. Sur la dignité tranquille d'une vie vécue loin des projecteurs. La renommée de guerre de Poul s'avéra éphémère. Le public américain, désireux de dépasser le traumatisme de la guerre, oublia rapidement les noms des héros individuels au profit d'une mémoire collective. Poul lui-même évitait activement la publicité, refusant les interviews et parlant rarement de son service au combat. Sauf avec d'autres vétérans qui pouvaient comprendre le poids de ce qu'ils avaient vécu ensemble. Il retourna à l'agriculture, trouvant la paix dans les rythmes familiers des semailles et des récoltes. Dans un travail physique qui le laissait trop épuisé pour rêver. L'importance historique du palmarès de Poul a été documentée dans de nombreux ouvrages savants examinant la guerre blindée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Les chercheurs ont noté que ces 258 destructions confirmées en 81 jours représentent un taux de destruction qui dépassait les performances de compagnies de chars entières. Plus remarquable encore, Poul a réalisé ce record en ne subissant qu'une seule perte dans son équipage. Homer Davis. Un témoignage de son sens tactique et de son engagement indéfectible envers la sécurité de ses hommes. L'héritage de Lafayette Green Poul s'étend au-delà des statistiques et des innovations tactiques. Son histoire affirme une vérité fondamentale sur la guerre, que la compétence et la détermination individuelle comptent. Que le leadership et le courage peuvent surmonter les désavantages matériels. Et que des gens ordinaires sont capables de réalisations extraordinaires lorsque les circonstances l'exigent. Le fermier du Texas qui a détruit 258 chars allemands en 81 jours nous rappelle que l'héroïsme est souvent enveloppé d'humilité. Que la grandeur émerge fréquemment de lieux inattendus. Et que la mesure d'un homme se trouve non pas dans la gloire qu'il recherche, mais dans le devoir qu'il accomplit, sans se soucier de la reconnaissance ou de la récompense. La dernière demeure de Poul. Une simple tombe dans un cimetière de Farmersville. Porte une pierre tombale qui mentionne son nom, ses dates de naissance et de décès, et son service militaire. Il n'y a aucune mention de son palmarès de combat. Aucune énumération de ses destructions confirmées. Aucune proclamation de son statut de plus grand A des chars d'Amérique. La simplicité de la pierre aurait plu à Poul, qui a passé sa vie à éviter l'attention et à détourner les louanges. Pourtant, ceux qui connaissent son histoire ne peuvent visiter cette tombe sans réfléchir aux réalisations remarquables de l'homme qui y repose. Un fermier devenu guerrier, qui a excellé dans un art terrible, qui a mené son équipage à travers 81 jours d'enfer, et qui est rentré chez lui pour vivre ses années dans la dignité tranquille qui a caractérisé toute sa vie. L'histoire de Lafayette Poul et de l'équipage de « In the Mood » est un testament à ces citoyens soldats qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Non pas grâce à une technologie supérieure ou à des ressources écrasantes, bien que les deux aient aidé, mais par la compétence, le courage et un engagement inébranlable envers le devoir. Ils étaient des Américains ordinaires à qui l'on a demandé de faire des choses extraordinaires. Et ils ont relevé chaque défi avec une détermination et une compétence qui ont changé le cours de l'histoire. L'histoire de Lafayette Poul est un témoignage du courage individuel face à la machine de guerre. Quelles leçons tirez-vous de son parcours? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de ces histoires qui nous rappellent que même dans les heures les plus sombres, des individus peuvent accomplir l'extraordinaire.